La mobilité, c'est systémique, c'est hyper complexe. C'est le secteur qui se décarbone le moins vite. C'est là où il y a tous les problèmes socio-économiques majeurs en fait qui arrivent. C'est là où ça fait mal. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thomas Matagne. Son moteur, l'avenir de notre société face aux crises environnementales. Son combat, s'attaquer au secteur du transport, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Il y a 9 ans, Thomas a créé Ecov en partant d'un double constat. Non, nous ne pourrons pas nous passer de la voiture dès demain, et oui, il faut pourtant, et dès aujourd'hui, reconsidérer profondément le mode de déplacement individuel que permet la voiture. Alors, on fait comment ? C'est là qu'Ecov entre en jeu. L'objectif, résoudre les problèmes de fin de mois, tout en répondant à l'angoisse de fin du monde. Repenser l'action publique à l'heure de l'économie du partage et apporter à chacun une véritable alternative à la voiture individuelle. C'est tout cela à la fois, faire de la voiture un transport collectif. Nous allons commencer très simplement, Thomas, en te demandant qui tu es. Thomas, j'ai 36 ans. Moi, j'ai fait des études, un double cursus scientifique et Sciences Po à Paris sur les enjeux de transition écologique. C'était il y a 15 ans maintenant, pas loin. C'était le début en fait, avec notamment des scientifiques climatologues, scientifiques de la biodiversité qui étaient en train, donc à Paris 6, c'est devenu Sorbonne Université, qui étaient en train de réaliser l'importance de former des gens non seulement à faire des constats et de l'analyse scientifique, la connaissance, mais aussi à porter l'action. C'est pour ça qu'ils avaient poussé pour la création d'un double cursus avec Sciences Po, et à Sciences Po, c'était notamment Bruno Latour qui a porté l'émergence de ce double cursus. Et donc moi, mes études sont construites assez naturellement parce que la question de l'environnement, de la transition écologique, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis tout petit. Je sais pas expliquer pourquoi. Peut-être un peu d'éducation, de contexte. J'ai grandi dans l'île d'Oléron, proche de la nature, tout ça, mais la question environnementale me taraude depuis toujours. Et donc mes études, j'ai pu les faire, qui m'ont permis d'aboutir au constat que oui, il y a un vrai sujet environnemental. Malheureusement, il n'y en a pas qu'un. Et quand on les creuse un tout petit peu, en fait, on a une espèce de vertige face à l'ensemble des enjeux. Il y a le climat, évidemment, la biodiversité, mais aussi tout ce qui est pollution diverses et variées, raréfaction des ressources, etc. Donc c'est un énorme défi pour l'humanité. Mais une fois le constat passé, l'action. Et donc ça, moi, c'est pour ça que je voulais vraiment une formation orientée action. Et donc après, j'ai travaillé à la région Île-de-France dans le secteur de la transition pour le compte de la vice-présidente qui était en charge de ça à l'époque. Puis au ministère de l'écologie sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments, duquel j'ai démissionné en 2015 pour passer à temps plein sur Ecov, dont on pourra reparler après. Et justement, parlons-en. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement Ecov ? Ouais, alors Ecov, notre ambition, c'est de faire de la voiture un transport collectif. Et c'est un oxymore au départ, c'est vraiment ce paradoxe apparent, voiture, transport collectif. Et en fait, il y a un ensemble de convergences, d'analyses et de points de vue qui amènent à ce constat qui devient de plus en plus naturel et qui est en train de petit à petit passer. En gros, les enjeux de mobilité sont très dimensionnants pour l'humanité. Toutes les économies se sont développées parce que les gens pouvaient se déplacer plus, parce que ça multiplie les opportunités économiques et sociales. Le fait qu'on ait du pétrole avec des voitures a permis en fait l'augmentation forte des distances parcourues par les personnes. On a gardé à peu près le même budget de temps. Mais par contre, les gens ont utilisé la vitesse pour aller plus loin. Ça veut dire en fait tout simplement pouvoir aller travailler ailleurs, pouvoir aller aménager ailleurs et donc répondre à certaines problématiques, par exemple de problèmes d'accès au logement, etc. Mais donc ça a amené tout le XXe siècle a amené à la situation actuelle avec un aménagement du territoire qui s'est fait autour largement de la voiture. Le problème, c'est que c'est pas soutenable, ni d'un point de vue environnemental, ni même d'un point de vue social et économique, parce que c'est très inefficace comme système, et donc on arrive à une sorte de moment où ça coince. Et la question, c'est comment on fait face à tout ça.
on a d'abord une première approche qui est de se dire oui, il faut faire des alternatives à la voiture. Il en faut indéniablement, il en faut vraiment. Ça marche très très bien, en particulier dans les zones denses, dans les centres-villes. Et on sait faire tout un système de mobilité qui permet aux gens de se déplacer sans dépendre de la voiture individuelle. Le problème, c'est que si on sort des zones très denses, là, on atterrit dans des territoires qui sont vachement plus diffus, pour lesquels la densité est insuffisante pour mettre des transports dits lourds ou semi-lourds, du bus, du tram, du métro, etc. Et donc, on est dans une situation où la dépendance est extrême. Aujourd'hui, il faut savoir que 81% des kilomètres parcourus par les personnes le sont en voiture individuelle, en France. C'est encore pire dans plein d'autres pays. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, on peut s'arrêter là et se dire, voilà, c'est foutu. Ou on peut se dire, en fait, la technologie nous sauvera, on va tout électrifier, et puis voilà. Alors, on peut électrifier, il faut électrifier, mais c'est insuffisant, et ça aussi, ça commence à être vraiment maintenant admis. Si vous prenez tous les scénarios de transition écologique, il n'y en a aucun qui passe si vous ne faites que de la techno. Il faut forcément de l'optimisation de l'usage, des évolutions, etc. Et donc, en fait, faire de la voiture un transport collectif, c'est de se dire, dans les centres-villes, on sait faire. Pourquoi? Et on est hors des centres-villes, on a un système qui est de dépendance à la voiture individuelle. Pourquoi? Et est-ce que on peut pas trouver une solution en appliquant les recettes des transports collectifs sur le système voiture tel qu'il est déployé hors des centres-villes? Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie et on opère des lignes de covoiturage. Donc c'est du covoiturage au sens où on utilise les voitures individuelles qui sont partagées, mais ce sont des lignes, c'est pas du covoiturage classique comme on le connaît avec BlaBlaCar ou autre. Ce sont des lignes qui sont structurées comme des transports collectifs. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, dans les zones denses, on a réussi à faire réduire la dépendance à la voiture grâce à des réseaux de lignes de transport. Qu'est-ce que permettent les réseaux de lignes? Ils permettent de faire en sorte que les gens se retrouvent à des points. On appelle ça un arrêt de bus, une station de métro. C'est très, très simple. On y va et on prend le premier véhicule qui passe par là, qui passe très régulièrement. Et on sait, c'est une des recettes des bons transports collectifs, c'est qu'il faut qu'il y ait des passages très fréquents. Faut que ce soit fiable et très fréquent. Sous cette condition, les gens font le déplacement, ils y vont à pied, à vélo, à trottinette, ils vont à un point donné, puis ils prennent le premier véhicule qui passe, puis ils vont plus loin sur la ligne, et éventuellement ils enchaînent, ils font une correspondance, ils prennent un autre. Donc ça, on sait que ça marche. Et ça fait reculer complètement la dépendance à la voiture. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est la même chose dans les zones moins denses. C'est-à-dire qu'on va créer des points, on va forcer les points de rencontre qui vont permettre d'organiser la mutualisation de segments de trajet. Et en contrepartie du fait qu'on organise dans l'espace et qu'on met une contrainte dans l'espace, vous allez pouvoir mutualiser un trajet à partir de tel endroit, on va faire une mise en relation qui est en temps réel, sans réservation. Comme si j'allais prendre un métro. Et du point de vue conducteur, j'embarque un passager s'il y en a un, mais sans contrainte. S'il y a personne, je continue ma route et j'ai rien à changer à mes habitudes. Sous cette double condition, des conducteurs qui sont libres de prendre des passagers et des passagers qui peuvent prendre un transport collectif très fréquent comme s'ils étaient dans une zone dense, on obtient des changements de comportement. Donc on va réfléchir des points clés du territoire en liaison des réseaux, donc la ligne de covoiturage qui va rabattre vers un autre réseau de transport collectif ou qui va desservir une zone donnée, par exemple. Et on va réfléchir beaucoup plus en notion de flux qu'en notion de stock. Si vous réfléchissez flux, c'est-à-dire en fait tous les gens qui convergent vers la ligne, vers la zone d'activité ou qui passent à proximité de la zone d'activité mais qui ne s'arrêtent pas, là les choses sont totalement différentes. Donc on va non pas chercher à mutualiser de bout en bout de domicile à zone d'activité ou à entreprise, mais sur des segments de trajet organisés dans le territoire, d'un point de départ sur lequel on va pouvoir être venu de son domicile jusqu'au point de départ à pied, à vélo, en transport, en covoiturage, en autosolisme. Puis ensuite, je prends le covoiturage. Puis ensuite, je me diffuse avec pareil une solution de premier et dernier kilomètre. Et donc, c'est une vision vachement plus de flux qu'une vision de stock. Une vision statistique et dynamique plutôt qu'une vision statique et déterministe. Et ça change tout dans toute la conception de la solution, d'un point de vue individuel, puisqu'on offre un service en temps réel qui permet d'aller chercher des gens qui ne covoituraient pas, d'un point de vue systémique, puisque tout notre système de data, d'analyse de territoire, de façon dont on propose le service aux gens, va dépendre de cette vision de flux et statistique, pour à la fin fournir un service de qualité. On va chercher des gens qui jamais n'auraient covoituré ou qui ne pouvaient pas prendre un transport collectif parce qu'on leur offre un service de mobilité de haute qualité. Donc Ecov,
c'est pas une plateforme, c'est pas une app, c'est un opérateur de mobilité nouvelle génération qui utilise la techno, qui utilise la data, mais qui met ces moyens-là au service d'une autre façon de faire de la mobilité et qui se prend la contrainte et l'ambition de résoudre des problèmes concrets. Donc, on fait des aménagements physiques, des arrêts physiques, on fait de la communication, on fait de l'accompagnement des usagers, on a une assistance en temps réel qui suit tout ce qui se passe, qui appelle les gens, etc., etc. Donc voilà, un opérateur de mobilité qui vient optimiser le taux d'occupation des véhicules là où il n'y a pas d'alternative ou très peu d'alternatives pour permettre aux gens de moins utiliser la voiture, donc de moins avoir d'impact environnemental, mais aussi d'avoir des gains sociaux et économiques. Tout ça, on le fait pour le compte des collectivités locales, puisqu'on a un opérateur de service public. Il n'y a pas de modèle économique purement privé, pour revenir dessus, mais on le fait pour le compte des collectivités locales. Et donc sur l'engouement pour Ecov, est-ce que aujourd'hui, ça fait 9 ans que ça a été créé comme société, il me semble. Ouais. Donc je suppose que comme la solution est carrément révolutionnaire dans le mode de pensée, ça signifie changer pas mal de comportements et de conceptions pour les collectivités territoriales comme pour les usagers. À partir de ce moment-là, depuis quand Ecov a réussi à s'implanter, ensuite à faire des expériences et ensuite à montrer que ça fonctionne et donc à montrer que ça marche? Ouais, c'est un long chemin. J'aurais apprécié qu'il aille beaucoup plus vite, mais et il est encore long. Donc en fait, alors d'abord il y a 9 ans, quand la boîte a été créée et que on disait la voiture va être un transport collectif, on va utiliser la voiture comme un nouveau service public, le covoiturage va devenir une politique publique. Il y a pas grand monde qui percevait le truc. On était vachement, en plus, c'était le début de la French Tech et autres approches avec des visions d'innovation qui sont très normées, qui sont vraiment en B2C ou B2B, mais qui oublient complètement tous les business models qui reposent sur l'intervention publique. Et il y a quand même l'équivalent de 50% du PIB qui passe par la dépense publique. On parle de la défense, c'est évident, mais on parle de l'infrastructure, c'est évident, le transport, c'est évident, la santé, enfin bref, on peut multiplier tous les secteurs. Mais tout ce monde de l'innovation n'y pense pas, pense que on va tout révolutionner avec une app en B2B ou en B2C. Et quand on vient dire ouais, mais en fait, on va bosser avec des collectivités ou des acteurs publics, alors là, c'était à l'époque, c'était à peu près incompris, mais nous, on a réussi à amorcer les choses grâce à quelques acteurs publics qui ont été très pionniers et visionnaires, qui se disaient, bah voilà, en fait, effectivement, on peut faire autre chose avec l'argent public dont on dispose si on accepte d'innover et de faire de l'innovation et d'acheter de l'innovation, en fait. Et grâce à cet achat public, on va faire de l'innovation qui est très différente de ce que d'autres acteurs vont pouvoir faire dans des modèles privés qui nécessitent une rentabilité à très court terme. Et donc, en fait, on a commencé non pas en faisant des lignes de covoiturage, mais en testant un concept de station de covoiturage. On a ouvert notre première station de covoiturage en février 2016 dans le nord-ouest de l'Île-de-France. Et on a testé plein de trucs. Je vous ferai pas toute la longue liste de tous nos échecs, mais aussi plein de réussites que d'ailleurs certaines, il y avait que nous qui les voyions, mais on voyait qu'on arrivait à en créer quelque chose. En fait, on n'arrivait pas, on arrivait à transporter certaines personnes, mais pas vraiment en volume important. On n'arrivait pas à les garder parce que la qualité de service n'était pas suffisamment au rendez-vous. On arrivait à faire que les gens pouvaient se déplacer, mais le temps d'attente était trop long, il était trop variable, etc. Il y avait un problème de fiabilité globale perçu, ce qui fait que vraiment les gens n'utilisaient que en dernier recours, vraiment s'il n'y avait pas d'autre solution. Donc toute la question, c'était de comprendre pourquoi. Et puis on a évolué, on a pivoté dans le monde des startups, on dirait, vers une notion de ligne qui vient en fait structurer et simplifier la problématique par rapport à une notion de réseau de stations éparses, notion de ligne qu'on a complétée de plein d'aspects en termes numériques, par application smartphone, mais aussi par qualité de service. Et la première ligne de covoiturage qu'on a ouverte, c'était donc en 2018 aux conducteurs, puis aux passagers en 2019, début 2019. Donc c'était déjà quelques années de test expérience. Donc là c'était, je sais plus quel était ça devait être notre 5e ou 6e projet par rapport au début. Donc on a fait quand même pas mal de projets dans différentes conditions. On a testé pas mal de choses. Et donc ça on l'a lancé. Donc c'est le réseau Lane entre Bourgoin-Jallieu et Lyon. Et puis on a ensuite eu le Covid. Donc on a dû tout fermer. Développer d'autres projets qui étaient en train d'émerger à ce moment-là pendant la période Covid, qui ont pu être ouverts courant 2020, 2021 pendant le Covid.
Et à la sortie du Covid, on a pu vraiment redécoller, refaire décoller et faire croître fortement l'usage. Et donc là, aujourd'hui, on a une trentaine de réseaux sur donc une trentaine de territoires, représentant une soixantaine de lignes de covoiturage à peu près. Donc il y a plusieurs, certains réseaux, il y a qu'une seule ligne, dans des conditions en fait hyper diverses, de la pénétrante de métropole jusqu'à des zones très rurales, en passant par la périphérie de métropole ou autre. Mais on est encore complètement dans la construction du marché. On a prouvé que ça marchait, on a prouvé que ça obtenait des résultats sans équivalent connus à notre sens, à notre connaissance, en termes de conversion de personnes qui pouvaient changer leurs habitudes et même jusqu'à la démotorisation. Sur le réseau entre Bourgoin et Lyon, on a montré qu'on avait 21% de nos passagers qui se sont démotorisés, donc c'est qui ont revendu l'un des véhicules du ménage, ce qui est considérable dans des territoires qui sont très dépendants de la voiture, et 20% supplémentaires qui l'envisagent. Donc ça, on l'a prouvé. Et pour autant, la prise de décision est pas évidente, parce que on vient dépasser les frontières historiques, les frontières symboliques, les frontières administratives, les frontières opérationnelles. Et ça nécessite d'aligner énormément d'acteurs pour obtenir des projets. Donc là, les choses sont en train d'accélérer. On a vraiment des acteurs politiques qui commencent à prendre des décisions, notamment sur Grenoble, qui a vraiment le réseau le plus avancé. Mais là, il y en a d'autres qui sont décidés de principe, par exemple autour de Lyon. Mais ça prend beaucoup de temps parce que les collectivités, notamment, sont pas équipées pour ça. C'est-à-dire que nous, on a un réseau, une ligne les gens font des trajets qui dépassent les frontières administratives. Ils s'arrêtent pas aux frontières de la commune ou de la métropole ou de la région ou je ne sais quoi. Et donc, en fait, tout le système organisationnel, d'un point de vue gouvernance et administratif, est pas bien pensé pour ça. Donc, il faut coordonner les acteurs. C'est-à-dire qu'il nous faut, un projet, c'est plusieurs collectivités. Et plusieurs collectivités à coordonner pour lesquelles il faut faire émerger. Ça fait beaucoup de travail de conviction, d'analyse, d'études pour arriver à embarquer et prendre des décisions. Mais c'est en train de vraiment d'accélérer parce que il y a une prise de conscience que le sujet se situe plus dans les centres-villes, que c'est à l'extérieur. Il y a les gilets jaunes qui sont passés par là notamment, mais pas que. Et que il va falloir faire avec les moyens dont on dispose parce qu'en fait, on a déjà énormément de capacités de transport. C'est juste que c'est hyper mal utilisé. Et donc, si on améliore le système routier, si on l'exploite mieux, qu'on fait des innovations du type carré express, ligne de covoiturage express, qu'on combine tout ça, on peut vraiment changer la donne. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un certain engouement maintenant autour des COV. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-dessus. Est-ce que toi, tu as un sentiment d'avoir un soutien important des collectivités territoriales, que ce soit à l'échelle locale, régionale, nationale, et aussi, d'après toi, de qui est la responsabilité d'amorcer cette transition écologique qui est maintenant inévitable? Qui doit amorcer, en fait, qui doit le faire? Alors c'est là que c'est un sujet qui est complexe au sens du terme, tout est intriqué. Donc c'est indéniable, indispensable que les acteurs publics ont un rôle clé à jouer. Mais c'est beaucoup trop simple de toujours renvoyer vers l'État ou vers les collectivités qui font jamais assez. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les entreprises, les citoyens en tant que consommateurs, en tant que travailleurs, etc. ont un rôle. Il faut que tout bouge, en fait. C'est ça qui fait que c'est un peu lent. On a l'impression que c'est lent. En fait, moi, je pense que les choses bougent beaucoup plus vite qu'on le ressent. Est-ce que ça va suffisamment vite? Je pense pas encore. Enfin, j'en suis même sûr, parce que les défis sont immenses et ça va très très vite dans la dégradation. Mais les choses sont en train de bouger très vite. Mais notre point de vue au quotidien, c'est hyper lent. Et donc en fait, le rôle des acteurs publics. Le principe de l'acteur public, c'est de gérer les choses que chacun des acteurs privés, que ce soit des entreprises ou des individus, ne peut pas gérer. Parce que ça le dépasse. Parce qu'il y a un modèle économique de type bien public. Donc, il y a personne qui est prêt à acheter, mais tout le monde en a besoin. Parce que, en fait, chacune des particules des individus n'est pas capable d'optimiser le système. C'est très classique. On sait bien que la somme des individus fait pas un système, où on n'est pas l'optimum du système. Et donc, ça, c'est le rôle de l'action publique. Et l'action publique elle-même, elle a ses propres contraintes. On a la chance de vivre dans une démocratie, donc il y a des systèmes d'élection, mais donc les élections, c'est un certain nombre de contraintes. Il y a de la dépense publique qui repose sur l'impôt, sur la dette aussi, parce qu'on dépense plus que ce qu'on gagne à l'échelle nationale. Après, les collectivités, elles, peuvent pas faire ça. Donc il y a un ensemble de contraintes et un ensemble de représentations. On met beaucoup de moyens sur le ferroviaire. Je suis pas du tout anti-ferroviaire, bien au contraire, il faut en mettre.
il faut le mettre au bon endroit, il faut dépenser les bons moyens aux bons endroits. C'est-à-dire qu'il faut que le ferroviaire, c'est des systèmes massifs, donc il faut que pour justifier les investissements et les dépenses, qu'on ait beaucoup de gens à transporter. Donc quand vous mettez un RER parce que il y a plein de gens à transporter, c'est parfait, il y a rien de plus performant. Par contre, si vous mettez un train dans des endroits où il y a très peu de gens à transporter, c'est inefficace, et notamment du point de vue de la dépense publique. Or, le train ou les systèmes conventionnels, pas pour stigmatiser tout le train, encore une fois, il faut du train, mais certains systèmes conventionnels vont monopoliser quasiment la réflexion, la pensée, le temps politique et les budgets. Et en fait, d'obtenir qu'on ait des budgets un peu substantiels qui soient dégagés pour l'innovation, pour faire autre chose, c'est très compliqué. Il y a toujours des budgets d'innovation, mais c'est toujours marginal. Ou alors on vous dit, c'est pour nous, heureusement, on n'a pas passé ce stade-là, c'est plus le cas. Mais pendant longtemps, on était toujours sur des tests très simples. Vous avez 6 mois. Ben non, désolé, mais en 6 mois, on change pas un système, quoi. Alors qu'en fait, on a besoin d'investir massivement dans la dépense publique pour pouvoir faire autrement et pour pouvoir innover et faire en sorte qu'on résolve nos problématiques. Donc, il y a beaucoup d'acteurs à aligner, mais la France est pionnière sur ces sujets. On bénéficie d'un soutien latent qui est vraiment réel, que ce soit, c'est venu progressivement, que ce soit au niveau national, au niveau ministériel, ou que ce soit au niveau des collectivités. On n'est pas du tout à l'échelle de ce qui est nécessaire, pas du tout. Mais on a l'écosystème quand même qui est le plus développé à notre connaissance par rapport à tout ce qui peut exister à l'étranger sur la question de l'optimisation de l'usage de la voiture. Donc voilà, c'est ni tout blanc ni tout noir, mais on a quelque chose qui peut permettre d'amener une transformation. Moi, je suis profondément convaincu qu'on est à l'aube d'une révolution industrielle sur le secteur de la mobilité. On va avoir une hybridation complète, et la France est bien placée sur ces sujets-là. L'Europe peut être bien placée. On a perdu certaines batailles technologiques du type le véhicule autonome. Pour faire quoi? Et ça, on l'a pas perdu. La vraie valeur, elle se trouve pas dans l'autonomisation du véhicule, elle se trouve dans la façon dont on utilise des véhicules, qu'ils soient autonomes ou pas. Et cette bataille-là, on l'a pas perdue, on est plutôt en avance. Si on accepte de vraiment investir à l'échelle, et pour l'instant on n'y est pas. C'est ça le prochain défi, c'est comment on passe à l'échelle, enfin, comment est-ce qu'on investit un cran supplémentaire dans l'innovation technologique, organisationnelle, territoriale, pour avoir vraiment l'effet système, l'effet performance, etc., qu'on n'aura pas si on reste sur des petits niveaux. On sent vraiment une réelle détermination. Ecof, ça s'est quand même construit sur une dimension entrepreneuriale au début, donc il y a beaucoup d'essais, erreurs et beaucoup d'échecs, tu l'as dit toi-même. Comment tu fais pour conserver cette détermination? Est-ce que c'est tellement persuadé que la solution est là et que pourquoi les autres comprennent pas que c'est là finalement, ça paraît tellement évident? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose en toi qui t'anime et qui te pousse à poursuivre? Ouais, il y a eu beaucoup d'échecs et ça n'a pas été toujours facile, hein. C'est clair. Mais effectivement, enfin, il y a plusieurs façons de répondre. Alors moi, je trouve ma réalisation dans le fait que ma réalisation personnelle, hein, dans le fait que je contribue à l'évolution du monde sur les sujets qui me semblent absolument essentiels, puisqu'il s'agit simplement de l'avenir de l'humanité. Enfin, pour faire simple, la vie perdurera, mais l'humanité, c'est pas sûr. Donc, il y a des horizons qui sont pas si éloignés que ça. Et donc, on a la chance d'être une génération qui est maintenant, c'est-à-dire qu'on a jamais l'humanité a été aussi riche, a eu autant de connaissances, de moyens, de capacités d'action, et en même temps, elle a fait n'importe quoi, voilà. Et donc, si nous, notre génération, donc un peu plus jeune, un peu plus vieux, machin, on se saisit pas de ça pour choisir ce à quoi on utilise notre temps, notre vie, juste on a tout raté, quoi. Enfin, c'est une magnifique opportunité que d'être utile, de trouver du sens à la vie. C'est aussi profond que ça. Hein. C'est voilà, je sais pas si j'aurais trouvé du sens en vivant au Moyen Âge ou avant ou après, je sais pas, mais là je sais que je trouve du sens en disant j'essaie de contribuer à la trajectoire de l'humanité sur l'enseignement qui est clé. Et après, si on vient plutôt sur le quotidien, pourquoi avoir choisi ça et pourquoi être acharné sur cette foutue question du taux d'occupation des voitures et comment est-ce qu'on arrive à fermer, c'est parce qu'en fait, moi je travaille sur les schémas macro de transition, et en fait quand on regarde les ordres de grandeur, il y a certains segments on sait faire, enfin l'industrie globalement on sait faire, il faut investir, mais c'est assez concentré, donc c'est assez facile. Le bâtiment, j'ai bossé dessus aussi, c'est pas facile, mais ça se fait.
Et la mobilité, c'est systémique, c'est hyper complexe. C'est le secteur qui se décarbone le moins vite. C'est là où il y a tous les problèmes socio-économiques majeurs en fait qui arrivent. Tout est intriqué évidemment avec le logement et tout, mais c'est quand même ça. Enfin, il n'y avait pas eu encore les gilets jaunes, mais j'étais convaincu qu'il y aurait un truc de cette nature-là avant. Donc c'est vraiment c'est là où ça fait mal, quoi. Et partant des ordres de grandeur, 80% des kilomètres, c'est la bagnole. Le taux d'occupation, c'est 1,4 personnes sur le trajet du quotidien. Après, on a des bagnoles qui peuvent transporter 5 personnes et qui consomment 6 litres au 100 aujourd'hui. Enfin, juste, on serait dans une usine, ça serait évident. Avant de changer mes machines, j'essaye de bien les utiliser, quoi. C'est un peu con, c'est un peu de la tête. Et ben sur la route, sur le système routier, ben non. Alors, et pourquoi? Et c'est ça qui est super intéressant. Pourquoi c'est pas optimisé? Pourquoi personne l'optimise? Par construction historique, en fait, on a 3 secteurs qui ont rien à voir. On a le secteur des transports collectifs, on a le secteur de l'infrastructure, on a le secteur de la voiture. Et dans les transports collectifs, vous avez un opérateur qui gère le réseau et qui gère l'usage. Et lui, il a cherché à optimiser. Alors, ça peut être toujours le cas, mais aujourd'hui, SNCF essaie de remplir ses trains. RATP, Transdev et Keolis sont incités à remplir leurs bus, leurs trams, leurs métros dans les contrats, dans leur raison d'être, enfin dans tout ça. Donc ils exploitent des réseaux, ils exploitent du matériel, etc. Mais ils s'intéressent à comment les gens l'utilisent, donc à optimiser le système. Et vous prenez tous les systèmes de réseau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, d'autres réseaux de transport type aérien ou transport collectif comme je mentionnais, partout il y a un opérateur qui cherche à optimiser. Et bien sur la route, non. Parce que sur la route, par construction historique, on a une distinction entre l'infra et l'équipement. Voilà. Donc le peu d'optimisation qu'on a cherché à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de congestion. Donc optimiser pour que ça circule à peu près. Mais transporter les personnes, ça non. Parce que vous avez des gens qui sont en responsabilité de l'infrastructure, qu'ils soient publics ou privés, qui se foutent globalement du nombre de personnes transportées, qui s'intéressent au mieux à savoir comment les voitures circulent, mais pas les personnes. Et de l'autre, vous avez des gens qui vendent des équipements, les constructeurs automobiles, qui se foutent de la façon dont les gens vont utiliser la voiture. Nous, on est vraiment à l'intersection de ces 3 secteurs, infra, transport collectif et automobile. On cherche à transporter des personnes en exploitant au mieux les véhicules qui circulent sur les infras. Et c'est ça la valeur du futur, dans des proportions qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. On sent que tu es réellement animé par cette cause et pourquoi, comme tu dis, indirectement, l'avenir de l'humanité en dépend. Comment est-ce que tu as eu cette prise de conscience si jeune, parce qu'on a cru comprendre que c'est quelque chose qui est intervenu très tôt dans ta vie, et comment est-ce qu'aujourd'hui tu mets la distance nécessaire pour ne pas te retrouver paralysé face à l'ampleur de la tâche à venir? Alors l'origine vraiment de l'angoisse environnementale, je peux pas. Voilà, mes premiers souvenirs d'enfant remontent à ça pour certains aspects, donc je sais pas l'expliquer. Voilà, une part de mon éducation, mes parents qui m'ont rapidement sensibilisé à la question de la nature de manière globale, mais on parlait pas d'environnement de la même manière qu'on le fait aujourd'hui à l'époque. Je sais pas, ça a continué de se développer. Mon premier exposé, c'était sur le changement climatique, sur mon quotidien qui en parlait. Puis j'ai fait une sorte de crise d'éco-anxiété, je sais pas, quand j'avais une dizaine d'années. On ne parlait pas à l'époque, mais là, ça m'est matérialisé comme ça. Et voilà, il y a une barre d'inné ou je sais pas quoi d'éducation. Bon, après. Dans mon parcours justement, ce tracas-là, qui était un truc de fond en fait, c'était pas plus que là-dessus. Mon point, ma question, c'était est-ce que c'est un vrai sujet? D'où le fait de faire des études aussi en sciences dures, pour comprendre les ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, quelle vitesse, quel impact, etc. Et malheureusement, la conclusion qui est oui, c'est un vrai sujet. Enfin, ce sont des vrais sujets. Alors, mais une fois que t'as dit ça, ok, t'as compris. T'as intégré, c'est en toi et t'as pris conscience. Et donc ensuite, le sujet, c'est comment on agit et comment est-ce qu'on on se donne les chances d'en sortir. Comment ne pas être paralysé? Par moment, la paralysie me touche comme elle touche n'importe qui, mais pour moi, je trouve ma réalisation dans le fait de faire et de pas avoir de regrets dans le fait de faire. Donc c'est parfois épuisant, c'est parfois démoralisant parce qu'on fait puis on n'avance pas, on fait on recule, mais le fait de faire donne les moyens d'agir. Et puis après, c'est trouver un équilibre perso sur l'ensemble des aspects, professionnels, personnels, etc.
Et moi, ma motivation très forte aujourd'hui, c'est mes enfants. J'ai des enfants en bas âge, et je sais qu'ils verront, si tout se passe bien pour eux, la fin du siècle. Ils verront si on a atteint 1,5 degré, 2 degrés, 2 degrés et demi. Donc chaque dixième, centième, millième de degré, je le dois à mes enfants. Et quand je me lève le matin, que je les vois, et je me dis, cette personne, elle a des yeux qui vont voir tout cet avenir, et qu'est-ce qu'on lui réserve. Et donc je n'ai pas d'autre choix que de donner le meilleur de moi-même pour leur construire un avenir. Alors, c'est hyper bateau parce que toutes les générations ont voulu faire mieux pour leurs enfants, les générations suivantes. C'est juste que au lieu de pouvoir plus consommer, avoir une meilleure santé, qui étaient des attentes, des aspirations légitimes, là c'est juste bien vivre en fait dans le futur, dans un monde stable et qui permettent de bien vivre, quoi. C'est vrai que sur les enfants aujourd'hui, il y en a de plus en plus même des grands PDG qui disent, moi, j'ai changé telle chose dans mon entreprise parce que mes enfants, en fait, quand je rentre le soir et qui me disent, il y a les grands enjeux environnementaux et sociaux et toi, tu fais ça, pourquoi ça correspond pas, pourquoi ça matche pas? Est-ce que toi, ce qui t'anime finalement, c'est de faire absolument matcher ce que tu fais, ce dans quoi tu t'engages et ce pourquoi tu agis, et puis finalement les grands enjeux de société. Est-ce que tu supporterais une incohérence entre les deux? Non, non, moi je ne supporterais pas. Je pense que je serais malheureux en fait. Donc une partie encore une fois, dîner mais aussi d'éducation et puis de lecture, d'apprentissage, qui fait que l'humain a besoin de cohérence, a besoin de sens, et donc moi j'ai besoin d'être aligné là-dessus. Ça veut pas dire qu'on n'a pas par moment des difficultés, des dilemmes, etc. Enfin, ça c'est normal, et c'est sain en fait. C'est parce que justement on met les mains dans le cambouis vraiment qu'en fait c'est pas facile, quoi, que ça fait mal, qu'il faut faire des choix, qu'on échoue, et que par contre quand on y arrive, on progresse vraiment. Et en fait, pour moi le sujet qui est absolument essentiel, c'est en termes économiques très classiques, on dirait c'est la création de valeur. On dit autrement, c'est à quoi on passe notre temps, à quoi on alloue notre capital, au sens capital, le temps de travail, mais capital argent, les machines, énergie, à quoi on les consacre. La vraie révolution, la vraie transformation vient quand l'alignement n'est plus individuel et personnel, mais que l'alignement est dans la création de valeur. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires que tu génères, l'activité que tu génères améliore la situation. Ce qu'on appelle aussi l'économie régénérative, etc. Mais donc, tu évoquais des grands patrons potentiellement qui se font un peu influencer par leurs enfants, qui forcément sont un peu grands pour pouvoir apporter ces... En fait, ils prennent conscience juste, mais la transformation réelle sera quand ces entreprises, petites ou grosses d'ailleurs, produiront de la valeur qui améliore la situation collective. Et là, je vais me faire une petite digression, mais moi j'ai discuté avec des grands patrons plus âgés qui sont fiers et qui ont été fiers de bétonner. Et alors moi, ça me crispe un peu, beaucoup, et je me dis mais pourquoi en fait? Parce que ils sont sincères. Et pourquoi? Mais parce que tout simplement dans la génération d'avant, le fait de construire, c'était donner accès à du logement, c'était donner accès à des équipements, c'était parler du ministère de l'équipement, pas du ministère de l'environnement, c'était construire la société. Et donc en fait, quand ces gens sont à la tête d'une entreprise et continuent de faire perdurer certains business models, faut pas leur taper dessus et leur en vouloir en leur disant en fait vous êtes cons. Faut comprendre aussi d'où ça vient et pourquoi, et donc les amener effectivement à changer. Mais par contre, quand ces mêmes personnes se contentent de faire du greenwashing, petit ou gros, ça c'est pas acceptable. Parce que il faut les amener à transformer leur propre cœur de business pour que les flux financiers, le temps de travail, ce à quoi les gens consacrent leur travail, soient vraiment là sur la transformation. J'avais pas vocation à créer une boîte parce que j'ai pensé faire ma carrière dans le public. J'ai quitté le public avec la conviction qu'il fallait passer par l'extérieur pour lui apporter au public de l'innovation. Mais donc dans ma boîte, dans mon process de création de boîte, depuis le début, c'était très clair qu'il fallait que la création de valeur soit complètement alignée avec la volonté d'impact. Donc l'alignement de ma boîte, c'est la même chose que mon alignement personnel. Et dans l'entreprise, les gens sont là aussi très largement pour ça, et nos investisseurs également. Ça, il faut qu'on arrive à le faire passer à plus grand et à plus vieux. Afin d'obtenir une certaine rentabilité,
ou bien Ecov se dit moi je suis une entreprise, donc je dois être rentable d'après le modèle actuel des entreprises qui est de faire du profit, mais est-ce que je sais que certes il y a de la décroissance d'une certaine façon, mais il y a de la croissance d'autres choses, de plus de liens sociaux, de plus d'alternatives qui sont écologiquement viables. Donc là-dessus, finalement, je mets ma rentabilité un peu en berne, ou en tout cas très très faible, et le reste, par contre, je mise tout dessus. Alors moi, je présente pas exactement comme ça. C'est vraiment super intéressant ce sujet-là. Moi, je le conceptualise pas exactement comme ça. En fait, d'abord, croissance et décroissance. En deux mots, je considère que c'est vraiment c'est relou. C'est croissance et décroissance de quoi? Alors du PIB, du PIB, ok, mais le PIB, il a une composante qualitative énorme et tu peux faire croître le PIB et que c'est très bien, ou alors que c'est catastrophique et inversement. Donc en fait, pour moi, c'est un faux sujet. Le sujet n'est pas là, il se trouve pas dans croissance ou décroissance dans l'absolu, il se trouve plutôt en croissance et décroissance d'éléments, ce que tu évoquais, d'impact ou au contraire de gains socio-économiques notamment. Donc faut sortir ce sujet-là parce que en fait ça tue en général souvent la réflexion si on en reste à juste un principe générique. Ce qui veut dire que moi je crois profondément que des entreprises vont pouvoir faire de la croissance, y compris dans des termes très économiques, de chiffre d'affaires et même de rentabilité, parce que en fait le chiffre d'affaires ça ne reflète et la rentabilité ça ne reflète que ce que la société veut que tu fasses. Si j'ai du chiffre d'affaires et si je suis rentable, entreprise n'importe laquelle, c'est parce que il y a de la demande, qu'elle soit publique ou privée, pour faire ce qu'on fait, et que ça c'est la question du chiffre d'affaires, et la question de la rentabilité, c'est que tout l'environnement qui est autour, le coût du travail, le coût du capital, la réglementation, la fiscalité, machin, tout ça, fait que je peux faire ces choses et que ce soit soutenable en comparaison avec d'autres activités. Tout ça étant relatif, évidemment. Et ben le fait de pas être rentable au début, c'est normal parce que justement tu fais un truc que la société ne veut pas encore. Et la question c'est quel horizon. N'importe quel acteur de l'innovation sait qu'il y a une courbe en J. Alors les innovations bullshit font une courbe en J qui remonte très vite, très fort. Ils ont beaucoup soit de chance, soit de je sais pas d'opportunisme parce que je sais pas, ils vont faire un nouveau gadget que les gens vont s'arracher, mais au départ ils ont investi et c'était pas rentable. Mais voilà. Bon, ça c'est. Mais quand tu vas sur des choses qui sont plus systémiques, la courbe en J est vachement plus aplatie, vachement plus longue. Et donc la question c'est comment tu finances ton J, ton creux, le trou. Donc là, il faut des gens qui sont prêts à financer. Donc d'une part, on a des subventions publiques, notamment en France, qui sont importantes, qui encouragent à ça. Mais il faut plus que ça. Il faut des investisseurs qui mettent du capital et des banquiers qui mettent aussi de l'argent qui va être remboursé. Ces acteurs-là ne peuvent prendre eux-mêmes le risque, parce que c'est pas leur argent qu'ils gèrent, qu'à condition qu'il y ait une perspective de rentabilité. Est-ce que la rentabilité, la perspective de rentabilité ou d'hyper-rentabilité me fait peur? Non. Aucunement. Viser une perspective d'hyper-rentabilité ne me pose aucun problème dès lors que c'est aligné avec le fait qu'on vise une création de valeur sociétale positive. Et même, je ne vois pas comment on transforme le monde si on ne vise pas de l'hyper-rentabilité. Ce discours n'est pas facile parce que dans le monde alternatif, non, on va plutôt se dire en fait il faut casser les profits, réduire les profits, etc. Et oui, par certains aspects, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, plus exactement, je pense que n'importe quel monde s'est construit sur les profits d'hier. Le monde de demain se construit sur les profits d'hier. Le pétrole s'est construit parce qu'on savait faire du charbon. Et les renouvelables se construisent parce qu'on est sur du pétrole. C'est les systèmes, qu'on parle d'énergie ou financier, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est le même principe. La construction du monde de demain se fait sur le monde d'hier. Donc, il faut absolument faire en sorte que le monde de demain soit viable et donc qu'il soit profitable. Mais il faut utiliser les moyens du monde d'hier pour le construire. Aujourd'hui, l'objectif est de transformer les comportements à la fois des acteurs publics, dans une certaine mesure des entreprises, mais aussi et surtout des usagers, des citoyens. C'est assez intéressant de voir quels sont les déterminants du changement chez les individus. Est-ce que tu penses pas que finalement les gens vont changer leur comportement exclusivement quand ils vont comprendre que pour une perte de confort minime, ils vont surtout économiser de l'argent ou ils vont gagner du temps, et finalement c'est juste quand ils vont comprendre que leur confort va pas être impacté et que finalement ils vont quand même aussi y gagner, que là ils vont se dire j'y vais.
C'est un super point parce que c'est effectivement toute une partie de notre analyse. Alors je dirais pas que c'est quand ils vont comprendre, la partie cognitive est importante, mais c'est quand ils vont vivre surtout. C'est comment donc c'est le ressenti sur l'ensemble de ces aspects opérationnels très pratiques. Hein. La mobilité c'est physique, c'est charnel. Quand je dois me déplacer, c'est mon corps. Donc il faut que ça se passe bien, mais aussi émotionnel puisqu'on rencontre des gens, etc. Et en fait, si on parle de sobriété, ma définition de la sobriété, c'est pas des choix individuels de moins consommer. C'est une organisation collective qui permet à chacun de bien vivre en consommant moins. Si les gens prennent leur bagnole, c'est pas qu'ils veulent prendre leur bagnole, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Notre organisation sociétale est faite de telle sorte que pour vivre dans la société, t'as besoin de ta bagnole dans un certain nombre de conditions territoriales notamment. Et donc la question c'est comment est-ce que tu leur permets de changer. Et là en fait on a quand même beaucoup de littérature dans le monde des transports, par exemple l'économie des transports, mais aussi plus globalement sur l'économie comportementale, qui donne des clés. Et donc ces clés, si je prends la question des transports, c'est ce pourquoi on fait ce que l'on construit, c'est qu'en fait pour que les gens lâchent un système qui est très performant, qui est la voiture individuelle, parce qu'en fait c'est très performant d'un point de vue individuel, pas d'un point de vue collectif, très performant parce que je prends ma voiture quand je veux pour aller où je veux pour un coût en fait au final assez modique. Même si comme tu es hyper dépendant, en fait, ça crée des problèmes de pouvoir d'achat, etc. Mais au départ, en fait, tout le monde a une bagnole. Il faut passer d'un système qui est comme ça à un autre système qui est aussi performant du point de vue de l'individu. Et donc, c'est des questions de praticité, d'organisation, de structuration. Et c'est pas juste de l'information, ce que permet par exemple une plateforme, une app où on va distribuer de l'information, mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est physique, c'est concret, c'est opérationnel. Et donc c'est ça qu'il faut construire. D'où le fait que c'est une vision systémique du sujet qui permet de placer l'individu dans une capacité de changement d'usage qu'il n'aurait pas si on reste dans le même système, même si on le demande à la marge. Par contre, si on change le système profondément, en se disant, en fait, voilà, les gens, ils peuvent se déplacer de A à B comme ça, et ça va marcher, et ça va être performant de leur point de vue individuel, parce qu'on a tout mis autour pour que ça soit le cas, alors les gens le font. Et donc là, après, donc ça, c'est très macro, mais ensuite, derrière, très concrètement, nous, quand on déploie des lignes de covoiturage, on a tout un travail autour du changement de comportement, changement d'usage. Donc, on construit les choses pour que ce soit faisable. Donc, on analyse les flux, où est-ce que les gens ont des trajectoires qui convergent, où est-ce que ça diverge, comment ils font avant, après le covoiturage, est-ce qu'on a vraiment la qualité de service, etc. Ça, c'est vraiment très ingénierial et technique. Mais ensuite, on va le mettre en œuvre et dans la mise en œuvre, on va embarquer les gens. Donc, dès la phase d'étude, on va potentiellement les embarquer, mais surtout après, on va les embarquer avec de l'engagement parce qu'on fait un service public qui est partagé, un service public qui est coproduit par ses usagers. Le truc qui marche pas si les usagers participent pas. Donc on place pas les gens dans une situation de consommation de service public, on les place dans une situation de coproduction de service public. Donc il faut les embarquer. Donc pour ça, on a de la com, du marketing assez classique, mais aussi des choses un peu plus originales en créant, je sais pas, par exemple, on a des communautés et les gens font des after-work qui se retrouvent le soir alors que leur seul point commun c'est d'utiliser un mode de transport, ce qui est pas très habituel. Et certains sont très fiers d'être porteurs du service dans leur territoire. Ils sont vraiment très proactifs. Donc ça, c'est encore du collectif. Et après, on descend à l'échelle individuelle. Et dans l'échelle individuelle, en fait, on a la palette des grilles sur les motifs des gens. On sait que l'argent est important, mais on sait aussi que ça n'est pas du tout le seul déterminant. On sait même que parfois mettre de l'argent dans le système, c'est-à-dire un système de partage de frais, peut être contre-productif. Ça peut pas être, ça n'est pas faiblement satisfactif, ça peut être même contre-productif. Il faut rester parfois dans des systèmes qui sont parfaitement basés sur la solidarité. Parfois, il faut mettre de l'argent et parfois, il ne faut pas en mettre. Et donc, quand on met de l'argent, après, il faut bien le piloter. C'est-à-dire qu'il faut pas mettre de l'argent pour l'argent, il faut bien l'argent. Et ça sera jamais le seul déterminant. Le temps de parcours, donc avoir des voies réservées, que ce soit pratique, efficace, etc. Tout ça, ça va être compté de manière très importante. De même que plein d'autres choses sur la qualité d'information. Et nous, par exemple, une des choses que l'on fait, c'est que on accompagne les gens dans leur changement d'usage. Donc, le parcours d'un utilisateur classique, c'est qu'il va d'abord être utilisateur en tant que conducteur. C'est hyper simple d'être conducteur sur une ligne de covoiturage. Je passe et en passant, j'embarque quelqu'un. Donc, j'ai quasiment rien changé à ma vie.
Mais après, j'embarque des gens qui vont m'expliquer que si ça marche, c'est fiable, c'est performant. Et d'ailleurs, moi-même, avant, j'avais une bagnole, mais maintenant, je l'ai lâchée. Je dis, ah ouais, est-ce que ça pourrait marcher pour moi? Donc, il y a plein de conducteurs pour qui ça marchera pas pour plein de raisons. Parce que la ligne ne dessert pas leurs besoins, parce qu'ils ont d'autres contraintes, etc. Puis certains, ça marche. Donc, eux, ils vont faire ce qu'ils appellent le grand saut. Et ça, on va les accompagner dans le grand saut. Lâcher sa bagnole, c'est le grand saut. Et on va même les appeler, on va les parler. Enfin, on va faire du très qualitatif pour être sûr que les gens sont accompagnés dans leur nouvel usage et les maintenir dans cette nouvelle pratique. Donc, c'est, la transformation de l'usage, ça part du système très macro, comprendre les dynamiques de territoire, les principes du système de mobilité, etc., jusqu'à l'individu. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Ecov, on fait tout, de la phase d'étude à l'exploitation, la relation avec l'usager en final, en passant par toute l'ingénierie, etc., la com, le marketing. Parce que sans ça, en fait, on maîtrise pas toute la complexité. Et donc, on peut pas amener des transformations systémiques. Ecov aide à optimiser le taux de remplissage des voitures donc sur une infrastructure actuelle. Donc aujourd'hui, ça présente un réel intérêt, c'est indéniable. Mais demain, en ce moment, on est en train d'essayer de trouver un moyen de devenir de moins en moins dépendant des énergies fossiles et donc de la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que Ecov aura toujours sa raison de vivre sur le très long terme? Comment est-ce que tu envisages ça? Ouais, parce que pour plusieurs raisons, mais la première d'entre elles, c'est que il y a pas que le carbone dans la vie. Et donc, c'est pas parce qu'on aura électrifié qu'on aura résolu les problèmes. Par ailleurs, même sur l'électrification, je prends le cycle complet. Et en fait, vous pouvez lire le dernier position paper de la FISITA, qui est l'association des ingénieurs de l'automobile, l'association mondiale des ingénieurs de l'automobile, qui porte sur la neutralité carbone du secteur automobile, et qui fait cette analyse qui est très claire, qui est de dire, en fait, pour atteindre la neutralité carbone du secteur, il n'est pas possible de ne travailler que sur la techno. Et sur la techno, l'usage final de l'électrification, il faut travailler, bon évidemment sur l'amont du cycle de vie, l'aval, etc., mais aussi sur l'usage. Et sans travailler sur l'usage, sur les différentes formes, et notamment la sobriété, on a fait, il y a un travail de fond qui a été fait pour que enfin l'industrie automobile considère la sobriété comme un élément clé du cycle de vie carbone. Donc ça, c'est en train de passer, c'est hyper positif. Et donc là, j'ai juste répondu sur le carbone, mais il y a plein d'autres raisons en fait, parce que d'abord, il y a d'autres problématiques de qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est pas du tout que les particules fines associées au carburant, c'est aussi le frein, les pneus et machin. Il y a des enjeux d'espace public, il y a des enjeux qui sont socio-économiques, d'accès à la mobilité. Aujourd'hui, il y a qu'une fraction de la population qui s'achète une voiture neuve. En gros, les riches âgés, plus personne n'achète de voiture neuve. Le parc ne se renouvelle plus. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il soit électrifié s'il se renouvelle plus? Entre 2019 et maintenant, le nombre d'immatriculations a chuté de 25%. Donc, aujourd'hui, ça passe parce que le parc est en train de vieillir. Les gens utilisent plus longtemps les voitures. Donc, au bout d'un moment, ça a trouvé ses limites. Et là, on va avoir un vrai verrou socio-économique parce que les véhicules sont trop chers. Et donc, ils sont trop chers, notamment parce que l'électrification, ça coûte cher. Et donc, le fait d'optimiser le taux d'occupation est un moyen de faciliter le renouvellement. Parce que si t'as 2 personnes pour payer la bagnole au lieu d'une seule, en fait, c'est plus logique. Je reviens à ma comparaison de quand tu es dans une usine, le premier truc que tu vas faire, ça va être d'optimiser l'usage de tes actifs, de tes machines en particulier. Et la technologie est un moyen dans ce cycle-là, mais c'est tout. Et aujourd'hui, la pensée globale n'a pas travaillé sur cette optimisation de l'usage. Et donc voilà. Et après, je pourrais parler de congestion. Et donc, en fait, tout ce qui est derrière, c'est que la bascule qu'on est en train de construire, qui est la bascule vers la notion de mobilité des personnes et plus faire circuler des bagnoles, c'est là que se trouve la création de valeur. Et donc moi, je suis profondément convaincu que la création de valeur économique, je parle même pas de sociale et environnementale, économique est gigantesque. Et donc oui, Ecov a un avenir de long terme et de très long terme, parce qu'on va redistribuer la valeur de 3 secteurs historiques: infra, transport collectif, automobile. D'où l'impact social qui est imputable à ces changements. Exactement. Aujourd'hui, Ecov s'inscrit quand même dans un environnement où il y a des très forts intérêts en jeu au niveau de la mobilité individuelle. Comment Ecov aujourd'hui perçoit non pas une concurrence, mais plutôt une compétition vis-à-vis des constructeurs automobiles qui vendent un autre modèle, un autre récit, avec des super publicités où on voit des gens dans une voiture seule, avec un vrai confort, avec un produit qui est fait pour eux. Comment Ecov déjà essaie de changer ces récits-là? Et puis aussi, est-ce que Ecov n'est pas un peu la principale cible de ces entreprises? Alors, nous, on collabore avec des acteurs de l'ancien monde partout, notamment automobile. Et dans ces acteurs-là, dans les boîtes, il y a des gens qui ont compris
mais ils sont encore minoritaires. Et puis, pour l'instant, en fait, le modèle tient plus ou moins. Donc, il n'y a pas forcément de raison de changer à court terme. Je pense que, moi, ma conviction, c'est qu'on n'est pas un problème pour ces acteurs-là, on est leur futur. Et je le dis de manière très ouverte parce que nous, on est prêt à on bosse avec eux déjà, plusieurs d'entre eux. Et je pense que, en fait, on a une façon de résoudre un certain nombre de problèmes auxquels ils font face, et ils ont vraiment des problèmes existentiels. Même les acteurs classiques, on va dire, et historiques, qui n'ont pas encore fait de bascule un peu profonde dans la vision des modèles, se posent beaucoup de questions. Ils ont très peur. Parfois parce que c'est des sujets de concurrence internationale, low cost, notamment pour la voiture, les Chinois, etc. Mais pas que. Ils sont voilà, bouleversés. Et en fait, ils n'ont pas forcément les clés pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, moi, je crois pas vraiment aujourd'hui à un risque on risque de se faire tuer par des acteurs historiques. Et d'ailleurs, on a structuré notre actionnariat pour qu'on soit solide face à des risques de cette nature. Et je pense plutôt que le futur sera, on va vraiment accélérer collectivement quand on sera dans davantage de collaboration. Et j'ai vraiment pas peur, moi, d'aller bosser avec des acteurs de l'ancien monde, entre guillemets, et qui sont encore sales, entre guillemets. Parce que c'est encore une fois, on construit le monde de demain sur le monde d'hier. Il n'y a pas le choix, en fait. Et ne pas se salir les mains en collaborant avec des gens qui ont un problème de création de valeur, parce que voilà, historiquement, c'est comme ça qu'ils faisaient, c'est nier l'action, en fait. C'est pour ça que dans la mobilisation, dans l'engagement individuel, moi je trouve qu'il y a un écueil important, c'est le jusque-boutisme de faire les choses parfaites. Small is beautiful. Non, enfin oui, small is beautiful, mais small is small. Le problème is big. Donc le sujet, il est comment est-ce qu'on fait pour que cette société qui aujourd'hui tient, il y a des voitures, il y a des bagnoles partout, c'était un succès industriel au XXe siècle, que tout le monde a accès à une voiture comme ça pour la vie, tout ça, c'était inimaginable au 19e. Bon, et ben tout ça, c'est un succès. La société, elle tient comme ça aujourd'hui. Comment on l'amène ailleurs? Comment on la fait une transition vraiment? Ça ne peut passer que par des collaborations, que par entraîner ces acteurs. Et les acteurs qui ne feront pas ce mouvement-là vont mourir. Mais ils le savent d'ailleurs, ils le savent au fond d'eux-mêmes. Et certains repoussent un peu la limite, etc. Mais ils savent qu'ils vont mourir. Donc le sujet, il est plutôt quand est-ce qu'on accélère dans ces collaborations plutôt que les prises de risques associées à des blocages. Par contre, l'imaginaire dans les pubs, etc., on est encore loin effectivement d'avoir fait des bascules, mais c'est parce qu'en fait ils font vivre le modèle d'hier. Donc ils sont dans l'imaginaire d'hier. Est-ce qu'il y a une rencontre, un moment que tu as fait dans ta vie qui t'a profondément marqué et qui a pu opérer une bascule chez toi ou un déclic? Alors je te remercie pour la question, parce que des fois on pose la question quelle était la rencontre. Moi j'ai plus une rencontre. J'ai plein de petites rencontres plein de gens en fait différents dans le monde étudiant militant, dans le monde militant plus étudiant ensuite, dans le monde politique, dans le monde économique. En fait, je me suis toujours posé la question depuis que je suis gamin, mais pourquoi les gens pensent pas comme moi? Et cette question-là me taraude, et en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me dis, mais pourquoi ils pensent pas comme moi? Ça, c'est quoi ces ressorts? Et donc ça, c'est toutes ces rencontres en fait qui m'ont amené à construire un peu cette pensée, dont une partie est vraiment la mienne. C'est l'interaction, notamment, vous voyez, cette interaction au vieux monde, nouveau monde, tout ça. Et donc voilà, donc c'est beaucoup de rencontres en fait de plein de milieux différents. En fait, c'est plutôt ça. Je crois assez peu aux trucs miraculeux, aux rencontres miraculeuses, ou c'est plutôt se nourrir de plein de choses, quoi. Même avec Bruno Latour en professeur? Même avec Bruno Latour en professeur, dont j'ai beaucoup apprécié toute une partie de l'enseignement. Enfin, c'était génial, on était en cas privilégié, on était 30 en direct avec lui, c'était super. Mais j'ai vu aussi quelques limites de la pensée, très modestement, mais je pense vraiment qu'il y a un certain nombre de limites dans l'approche. La principale étant l'opérationnalité de plein de choses, mais ça pour moi ça pose problème, c'est-à-dire qu'une pensée il faut qu'elle soit applicable, sinon je trouve que en fait elle est utile, elle est nécessaire, mais moi j'ai besoin de pensée applicable. Mais Bruno Latour a façonné toute une façon, notamment dans la relation à la connaissance, à la technologie, aux sciences, et ça c'est
tellement de personnes au pouvoir qui devraient lire ces sujets pour arrêter de concevoir la technologie comme une science comme une vérité absolue, définitive et indépassable. Voilà, les connaissances des sciences, c'est juste que simplement entre guillemets des connaissances bien normalisées, bien vérifiées et dont on connaît les limites. C'est ça la grosse différence, c'est on connaît les limites des connaissances et c'est l'incertitude qui a quasiment plus de valeur que la connaissance en tant que telle. Et c'est grâce à ça qu'on peut construire autre chose. Et la technologie n'est pas la science, ça n'a juste rien à voir. Et donc typiquement toutes ces réflexions-là sur les technologies au service d'une action qui donc par exemple personnellement m'a amené à travailler sur ce terrain. En fait, c'est pas juste une app et juste 3 data qui vont nous permettre de résoudre le problème, mais en gros c'est des apps et data au service d'un système socio-technique. Le système socio-technique étant justement pensé notamment par Latour, qui m'ont amené à penser cette innovation. Et donc évidemment ça a forgé toute une partie de la construction et de la pensée. Aujourd'hui, ton engagement passe par l'entreprise dans laquelle tu agis beaucoup. Ça passe éventuellement aussi un peu par les réseaux sociaux où tu montres aussi ton engagement et puis tu essaies de développer certains sujets. Est-ce que ton engagement ne devrait pas passer par quelque chose en plus où tu utilises ta sphère d'influence et puis toute ton action, ton énergie aussi dans une dimension un peu plus politique? Oui, non, c'est-à-dire que moi je considère faire de la politique avec Ecom. Au sens politique de la police, quoi, enfin de la vie de la cité. On est un outil au service de décideurs politiques. Moi, j'ai pas de mandat et j'ai pas vocation à prendre un mandat, mais par contre, on se met au service d'eux. Après, si la question est plus sur des points de vue un peu plus peut-être partisans ou comment dire militants. Moi, je connais bien ces milieux-là, les deux. En fait, pour moi, c'est pas mon rôle aujourd'hui. Peut-être un jour, j'en sais rien, mais c'est pas mon rôle parce que je me considère justement comme un maillon entre, d'une part, différents points de vue. On bosse avec des collectivités de toutes les couleurs politiques. Et on a une ligne de covoiturage qui va démarrer avec une collectivité de droite et qui va finir avec une collectivité verte. Enfin, toutes les combinaisons possibles. Hormis les extrêmes, nous, on doit bosser avec tout le monde. Donc, on a un principe général de justement bosser avec tout le monde. Donc, pour bosser avec tout le monde, il faut pas braquer. C'est-à-dire que je peux pas. J'ai mes convictions et peut-être que certains trucs, je pourrais prendre des positions un peu plus fortes sur certains sujets. Mais en fait, si je braque quelqu'un à cause de ça et que j'empêche de faire la transition que je porte, enfin, c'est débile en fait. Je me suis tiré une balle dans le pied. J'ai pris. En fait, certaines personnes prennent ça et je considère que c'est vraiment une position de confort parce que c'est facile en fait de prendre une position forte, etc. Que ma position soit forte, qu'est-ce que ça changera? Que dalle. Par contre, que je sache bosser avec quelqu'un qui n'a pas cette position sur un peu, je sais pas, je prends un projet autoroutier par exemple, et qui n'a pas cette position, mais qui, par contre, va entendre que oui, il faut mieux optimiser le système routier quand même. Ben voilà, c'est ça qui m'amène à prendre. Ça pour des points de vue politiques, mais aussi pour un point de vue économique ou d'un point de vue militant. Et pour autant, je pense qu'il faut des gens avec des points de vue plus radicaux et des points de vue moins radicaux. Il nous faut tout ça. En fait, si on fait un parallèle dans les sciences, enfin dans le monde environnemental, c'est la notion de diversité, de biodiversité. On sait qu'un système est résilient s'il est divers. On sait qu'un système est plus intelligent s'il est divers. Donc, on a besoin de cette intelligence collective. Mais chacun son rôle. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est pas ça. Si tu avais un rêve ou des rêves qui te guident sur le long terme, quel serait-il? J'en ai plein, mais si je fais simple et pragmatique, voilà, qui est avoir transformé la voiture en transport collectif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de frontières entre les transports collectifs, les transports et l'automobile, et que en fait, grâce à ça, on a amené à énormément de solutions d'un point de vue environnemental, social, économique. Voilà, c'est mon rêve auquel je me consacre tous les jours pour essayer d'en faire une réalité. Mais il y a évidemment je rêve à plein d'autres trucs, quoi. Je suis un peu obsédé du taux d'occupation et de la bagnole, même si je pas spécialement la bagnole, mais j'ai plein d'autres aspirations aussi, mais voilà. Aujourd'hui, ma vie, c'est ça. Pour conclure, on a une phrase d'Oscar Wilde qu'on aime beaucoup avec Baptiste. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, je suis d'accord. Ça renvoyait tout à l'heure à une motivation profonde. Enfin, on a la chance d'être vivant. Quand on regarde la probabilité qu'on soit là aujourd'hui tous les trois autour de la table, elle est juste impossible. Pourtant, nous sommes là. Et on a voilà une chance incroyable.
Et effectivement, se réaliser, c'est comme ça qu'on vit. Enfin, vivre, c'est en se réalisant. Et se réaliser, c'est justement cet alignement profond de ce pourquoi on est sur Terre avec ce qu'on fait. Merci beaucoup Thomas de nous avoir accueillis et puis Merci à au plaisir de se revoir très bientôt. Merci à vous. Bonne chance, bonne continuation dans tout ce que vous entreprenez. C'est super intéressant, inspirant. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.